Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Jonathan Holler, bonjour. Bonjour. Retrouvons après une longue période sans échange entre nous. Jonathan, je te présente à nouveau. Donc, tu es PDG de Holler Strategies, qui est une agence de communication que tu as créée et que tu diriges. Et tu es aussi l'ancien président des Democrats Abroad en France, donc la représentation du Parti démocrate en France, et tu es maintenant de retour aux États-Unis où tu vis au Texas à San Antonio. Oui. Évidemment, Jonathan, nous allons évoquer ensemble les élections qui arrivent au mois de novembre aux États-Unis, l'élection présidentielle évidemment qui écrase un peu tout, mais il y a aussi l'élection non négligeable au Congrès, un tiers du Sénat et le renouvellement complet de la Chambre des représentants. Et on va évidemment, si tu veux bien, surtout se focaliser quand même sur le duel bis entre Joe Biden et Donald Trump. Alors, Jonathan, ma première question serait un peu liée à l'actualité. Le procès en cours à l'encontre de Donald Trump a-t-il un impact sur le déroulement de sa campagne et auprès de l'opinion publique via évidemment l'indicateur que sont les sondages? Et du côté démocrate de Biden, est-ce que la guerre en Gaza et avec les mouvements pro-palestiniens qu'il y a aux États-Unis, notamment sur les campus, est-ce qu'il y a une incidence également sur la campagne de Joe Biden et sur les indications de vote en faveur du président sortant? On va commencer par le procès à l'encontre de Donald Trump. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a fait des sondages. Il y a 55% des sondés qui indiquent qu'ils ne suivent pas beaucoup ou pas du tout l'affaire, contre 45% qui disent qu'ils prêtent une certaine attention ou beaucoup d'attention. Donc, même si on pourrait s'attendre à ce que un tel procès contre un président, un ancien président ou un candidat présidentiel soit un spectacle pour les médias. Dans les faits, il n'y a pas de caméras à l'enceinte du tribunal, donc il n'y a pas d'images qui sont télévisées. Et je crois qu'il y a aussi une certaine fatigue au sein de l'électorat. Ça fait des années qu'on parle de ces histoires, surtout du procès, l'histoire du procès actuel avec l'actrice de films d'adultes et l'argent que l'ancien président lui aurait payé pour acheter son silence. Donc, ce procès, ça dure dans les esprits des électeurs depuis un certain moment. Et donc, je crois qu'il y a une fatigue et ils n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Mais en même temps, il y a eu des sondages au sein de l'électorat qui montrent que 47% des Américains pensent que Trump a quand même commis des actes illégaux. 86% des démocrates le pensent. Par contre, pour les républicains, et cela montre un peu le biais en fait, le raisonnement motivé qu'on voit souvent pour les partisans, c'est que 47% pensent que Trump a agi de manière contraire à l'éthique, mais pas illégale, et 45% disent qu'il n'a rien fait de mal. Donc, les républicains, pour eux, il y a eu rien d'illégal. Donc, ils sont motivés par les propres préférences politiques qu'ils possèdent. Et donc, c'est pour ça que le camp Trump, il mise sur cette mentalité, aussi un biais de confirmation de ses électeurs. Pour eux, le verdict sera soit une exonération complète, soit perçu comme de l'ingérence électorale. Ils trouveront toujours des facteurs qui confirment l'innocence de Trump et une sorte de complot de l'establishment institutionnel. Et pour l'impact que ce procès a sur la campagne, donc on met de côté pour l'instant l'opinion publique, mais juste la campagne. Cela a un impact sur deux ressources d'une campagne électorale classique, le temps et l'argent. Donc, Trump, il passe beaucoup de temps au tribunal. Il
ne se permet pas de voyager. Il doit aller je crois il est disponible les mercredis, mais pour la plupart du temps, doit être au sein du tribunal. Il dépense aussi beaucoup d'argent. Il a perdu il a aussi perdu 200 000 donateurs individuels. Donc, il y a des donateurs qui le lâchent et en même temps, il se ruine pour payer ses frais juridiques il a puisé dans les caisses du Parti républicain pour financer tout cela. Donc, l'argent est nécessaire pour diffuser des publicités, pour voyager et payer son personnel de campagne. Donc, c'est là où ça fait le plus de mal. Euh, Malheureusement, en tant que démocrate, je dis ça malheureusement parce que je suis démocrate, Biden, il a été dévancé récemment dans le collecte de fonds. Je ne sais pas pourquoi, mais jusque-là, Biden, il réussissait à lever plus de fonds que Donald Trump largement. Et maintenant, c'est Donald Trump qui arrive à le dévancer un peu. Donc, je crois que les électeurs, ils ont d'autres sujets en tête. C'est l'économie, l'immigration, l'avortement et en même temps, il faut juste reconnaître qu'il y a une certaine portion de l'électorat qui sera fidèle à Donald Trump quoi qu'il arrive. Et je crois que tu m'as aussi posé déjà la question sur les Palestiniens. Ouais, sur Biden et Le sujet palestinien. Donc, je crois que pour les démocrates, ils sont pas dupes. Ils savent que Donald Trump n'est pas plus pro-palestinien que Biden. La question est de savoir combien d'électeurs démocrates sont tellement déçus par la politique de Biden qu'il n'ait plus envie de se déplacer pour lui. Et selon un sondage Reuters Ipsos récent, 44% des démocrates qui sont enregistrés comme démocrates euh, disent qu'ils n'approuvent pas la politique de Biden par rapport à cette crise. Euh, et, mais en même temps, il faut séparer les sondages et la réalité et le comportement réel des électeurs. Donc, on a vu dans les primaires, tout le monde s'attendait à un vote euh, non affilié qui aurait montré une certaine réticence des électeurs, surtout dans l'État de Michigan. Donc, cette vote non déclarée lors des primaires était aux alentours de 11%. Et ce vote est donc plus bas que le même genre de vote qu'il y a eu lors des primaires pour le deuxième mandat de Barack Obama. Donc, Barack Obama, quand il se représentait pour son deuxième mandat, il y a eu un certain nombre d'électeurs qui ont fait le même genre de vote et je crois que c'était un peu même plus haut, plus grand que ce vote qu'on a vu récemment. D'ailleurs, dans les sondages, et on va peut-être en parler des sondages récents sur les swing states, dans les swing states, c'était l'État de Michigan encore où ce mouvement de résistance par rapport à la question palestinienne aurait commencé, aurait été focalisé dans l'État de Michigan. Biden est toujours devant Trump. Donc, les faits sont difficiles à interpréter si on veut chercher une preuve comme quoi il y a un vrai impact sur l'électorat, au moins au sein du camp de Biden et les démocrates. C'est une question importante, mais c'est pas cette question-là qui va changer le comportement réel des militants démocrates ou juste les électeurs démocrates lambda. Si Jonathan, justement, là, tu évoquais le Michigan, qui est un des États clés, un des swing states avec C'est un l'Arizona. État clé et c'est aussi un État où il y a plus d'immigrés provenant du Moyen-Orient et des pays musulmans et donc où on s'attendrait à une affinité pour le mouvement palestinien et sa cause.
Et donc, c'est pour ça que ces militants pro-palestiniens, ils se sont concentrés leurs efforts lors des primaires dans l'État de Michigan pour qu'ils s'expriment contre la politique de Biden. Ah, mais c'est ouais, information importante que nous ne connaissions pas forcément ici. Merci. Alors, dans les autres swing states, États clés comme l'Arizona, la Géorgie, le Wisconsin aussi, il me semble, et quelques autres, quelles sont les tendances qu'indiquent à ce jour les différents sondages dans le rapport de force Trump-Biden? Donc, il y a eu quelques sondages récents dans ces 7 États swing states, ces États clés qui pourraient basculer d'un côté à l'autre lors des présidentielles. Et il s'avère que, en général, dans ces États, Donald Trump, il a une avance de 4% en moyen. Les États où Trump gagnerait sur les Carolines du Nord, l'Arizona, la Géorgie, Pennsylvanie, Wisconsin, euh, mais dans la Georgie, Pennsylvanie et Wisconsin, c'est dans la marge d'erreur. Et dans certains autres sondages, tous ces États sont dans les marges d'erreur. Je crois que Trump et Biden, ils sont à égal dans le Nevada et Biden, il gagne dans le Michigan. Et dans certains sondages, Biden, il gagne aussi dans le Wisconsin, où c'est égal, égal. Donc, c'est pas très clair dans le Nevada, euh, Michigan ou Wisconsin. Ce qui est clair, c'est que toujours dans la marge d'erreur, Trump gagne dans les États du Sud et du Sud-Ouest. Voilà. Ouais, donc Donc, ça reste encore, enfin, ça se très confirme que ce serré. sont des swing states parce que ça reste encore très serré et Oui. ça se cristallisera que le jour du vote, j'ai l'impression, enfin, à moins d'un basculement incroyable. Et encore pour parler, continuer, un débat entre Joe Biden et Donald Trump est prévu le 27 juin, fin juin en tous les cas. Il me semble, et tu me corrigeras, que c'est assez rare qu'il y ait un débat avant l'été, et surtout avant les conventions démocrates et républicaines. En général, c'est en septembre-octobre. Du coup, Oui. peut-être peux-tu nous rappeler très rapidement comment ça s'est mis en place, ce débat, et comment tu l'appréhendes en tant que Oui. démocrate. La date est assez inhabituelle, mais ce qui est aussi très inhabituel, c'est qu'il n'utilise pas, il s'appuie pas sur la commission non partisane qui organise normalement ces débats. Il y a toujours des débats en partenariat avec les chaînes télé, mais là, les deux candidats, ils vont pas s'appuyer sur cette commission qui existe depuis 1987. Donc, il, puisque cette élection est assez anormale, on a un déroulement des débats qui est anormal. Donc, on va commencer avec ce qui s'est passé récemment, c'est que la campagne de Biden a envoyé une lettre à cette commission en citant les calendriers des débats comme raison de leur retrait. Donc, en 2020, il y a eu la pandémie et donc il y a eu beaucoup d'États qui ont passer des lois pour laisser les électeurs de voter plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire voter envoyer leur bulletin par la poste. J'ai le mot me manque en français, mais voter par correspondance. Et on a vu tout le dégât que ça a fait. C'était beaucoup plus d'habitude et il y a eu des accusations comme quoi il y a eu de la tromperie, etc. Mais mais aujourd'hui, ça fait que on peut commencer beaucoup plus tôt. Et donc, la campagne de Biden a dit que si on attend en septembre, comme aurait voulu la commission non partisane pour faire les débats auront lieu après que des millions d'électeurs auraient déjà voté. Euh, et donc, par contre, ce qui se passe aussi, c'est que la nouvelle date, c'est en juin. Ça va être juste après que Biden il aura fait le meeting du G7 et que Trump venait de terminer son procès. Donc, il paraît quand même sur la différence entre
Biden qui sortira avec une certaine image forte et Trump qui peut-être sera affaibli. Mais l'enjeu principal, je crois, c'est pas juste cette objectif de communication, c'est pour évincer, c'est pour éviter que Kennedy puisse y participer. Donc, pour l'instant, Kennedy, il n'a que, il est à 11% dans les sondages. Normalement, pour se qualifier pour les débats de cette commission non partisane, il faut avoir 15% dans les sondages, un certain nombre de donateurs et etc. Pour être il y a beaucoup de qualifications objectives pour pouvoir y participer si vous êtes candidat indépendant. Par contre, Robert Kennedy, il va bientôt parler à la convention du Parti libertarien. Et il est possible que le Parti libertarien le nomine, le choisisse comme candidat. Et donc, dans ce cas-là, il serait un des candidats des partis qui se qualifient automatiquement parce qu'ils ont une présence dans tous les États. Et il serait qualifié pour participer à ces débats qui auraient eu lieu par le biais de cette commission non partisane officielle. Donc, il y a plein de personnes, même le président de cette commission qui a un peu insinué que c'était pour ça que la campagne de Biden a choisi de ne pas participer à ces débats. C'était pour s'appuyer plus sur les chaînes télé auxquelles ils font confiance pour éviter que Kennedy y participe. Par contre, ces chaînes télé, ils sont obligés par la loi d'avoir aussi des critères objectifs pour laisser les candidats se qualifier ou non. Donc on verra. Peut-être que c'est un plan qui va aussi échouer. Mais je crois que c'est quand même un facteur qui était dans les têtes des deux candidats probablement, hein, parce que Donald Trump, les campagnes de Donald Trump, ils ont aussi accepté d'éviter la commission non partisane, probablement pour les mêmes raisons. Parce que Robert Kennedy, il a peut-être le nom de Kennedy, mais il attire autant d'électeurs de droite que comme de gauche. Justement, tu évoques Robert Kennedy, c'est aussi une de mes questions. C'est alors oui, le nom est trompeur, évidemment, il en use et abuse, mais je sens quelles conséquences, et comme tu le dis, apparemment il prend aussi bien des électeurs côté démocrate que côté républicain. Alors à ce jour, tu disais il est autour de 11% des sondages. Déjà, où en est-il dans sa campagne? Mais tu as évoqué qu'il pouvait possiblement être le candidat du Parti libertarien, information que nous ne connaissions pas. Selon quelles conséquences pourrait avoir une candidature Kennedy qui irait jusqu'au bout, donc jusqu'au 6 novembre, enfin jusqu'au scrutin présidentiel pour les deux candidats? Tu nous en dire plus sur ce fameux Kennedy? Je peux vous dire que dans les États clés, qui sont les plus importants, les swing states, il recueille 7% des voix. Et c'est de manière égale si on regarde l'impact pour les candidats principaux Biden et Trump, même avec les candidats tierces comme Kennedy, Cornel West et Jill Stein, Jill Stein étant du parti des Verts. Cette marge de 4%, cette dévance de 4% qu'aurait Trump sur Biden reste la même. Donc, on peut réinterpréter ça comme ce que je venais d'évoquer, c'est que Kennedy puise des électeurs des deux camps. Kennedy étant connu pour ses causes militantes il y a quelques décennies pour excusez-moi, je crois que il y avait des causes anticorporatistes, un peu environnementales. Et aujourd'hui, il est plus connu comme quelqu'un qui est anti-vaccin.
Mm. Donc, c'est pour ça que les électeurs de droite s'intéressent à lui. C'est dans le contexte actuel de la pandémie et tout ce que ça a ramené avec. Et Jonathan, alors, j'aurais bien d'autres questions, mais ça sera l'occasion d'avoir un autre entretien, évidemment. Il nous reste quelques mois avant le fameux scrutin. Ma dernière question, ce serait sur les deux tickets. Alors, on connaît le ticket démocrate qui sera reconduit Biden, Kamala Harris. Et côté républicain, évidemment, Trump, mais il y a apparemment beaucoup de noms circulent à ce jour comme vice-président ou vice-présidente. Euh, oui, bah, je saurais pas trop prononcer sur ça. Je sais que Nikki Haley, qui était un des derniers candidats côté républicain, euh, elle a récemment dit publiquement, déclaré publiquement qu'elle irait voter pour Donald Trump. Je crois que il y avait quand même un certain nombre de personnes modérées qui pensaient elle aurait désisté jusqu'à la fin pour le soutenir, étant donné la rhétorique assez agressive des primaires. Euh, mais finalement, je crois que le Parti républicain, leurs intérêts économiques euh, sont les priorités. Donc, je crois que quel que soit le discours haineux de Donald Trump, quelle que soit les disqualifications institutionnelles, antidémocratique du personnage de Donald Trump. Ce qui importe pour lui, c'est les baisses d'impôts que ça représente, les questions d'immigration et pour les conservateurs, c'est la question d'avortement. On a vu récemment que Donald Trump, il laissait la porte ouverte à même restreindre les moyens de contraception. Donc, il est prêt à porter des discours assez conservateurs, extrémistes, pour toujours garder sa base évangélique, conservateur chrétien. Donc, il reste quand même la coalition pro-business et entre la coalition, entre les groupes pro-business, moins d'impôts, d'un côté néolibéral, et les conservateurs euh, profondément religieuses, profondément religieux de l'autre côté. Écoute, Jonathan, merci beaucoup pour avoir pris le temps pour répondre aux questions et écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler un ou plusieurs entretiens d'ici le fameux premier mardi de novembre. Merci beaucoup, Jonathan. Bien sûr.